La E, je suis tout à fait d'accord. Du coup, juste parce que ça, c'est quand même hyper important, est-ce que quelqu'un connaît le mécanisme qui est derrière l'interaction médicamenteuse entre les sulfamides hypoglycémiants et le miconazole? Inhibiteur enzymatique, oui. Et modification des fixations aussi, parce que ça déplace les liaisons aux protéines plasmatiques et les sulfamides hypoglycémiants se lient très fortement. Donc pour le QCM2, c'était la réponse E. QCM3. Alors la A, la B non plus. La D. Alors la A ne peut pas être vraie parce que les médicaments stables dérivés du sang dépendent de la pharmacovigilance et pas de l'hémovigilance. La matériovigilance ne s'occupe pas de tous les dispositifs médicaux, puisque tout ce qui est dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, c'est la réactovigilance qui s'en occupe, par exemple. Donc la C, le signalement est obligatoire et à faire immédiatement pour tout ce qui est sage-femme, dentiste, médecin et pharmacien. Donc les infirmières ne sont pas comprises dedans. Et la E, la nutrivigilance, ça s'occupe des compléments alimentaires. C'est la cosmétovigilance qui s'occupe des produits cosmétiques. Ça, est-ce que vous voulez que je vous passe une fiche dessus pour savoir qui fait quoi? Bah, du coup, je vais la mettre à la relecture dès ce soir. Parce que vous allez voir, en fait, ce chapitre-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à connaître dessus. Du coup, pour le QCM3, ah oui, les antisémétiques, c'est vrai que je les ai oubliés, je suis désolée. Je pense à vous les mettre, promis. Et envoyez-moi un message si jamais c'est pas fait. QCM3, du coup, la bonne réponse, c'était la D. QCM4. Oui, c'était la B. Donc la CIVD, c'est une complication de la LAM3, pour être exact. La C, la lame, elle est caractérisée par une myeloperoxydase positive en cytobiochimie sur le myélogramme. Donc le myélogramme, c'est examen clé et on retrouve des blasts supérieurs ou égales à 20%. C'est comme ça d'ailleurs qu'on pose le diagnostic. Et l'acide transrétinoïque est obligatoirement retrouvé seulement si on a une lame 3. La CIVD, c'est vraiment la lame 3, c'est pas la LAL qui comme complication. Ça, c'est vraiment un truc à retenir parce qu'ils s'amusent beaucoup dans la CVD à vous la mettre dans les étiologies. Donc, du coup, pour le QCM4, la bonne réponse, c'était la B. QCM5. La B, oui, je suis totalement d'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on la met en évidence, la capsule? Est-ce que quelqu'un a une idée? L'encre de Chine, oui, totalement. Donc, le QCM5, la bonne réponse, c'était la B. Et on passe au QCM à choix multiples. QCM6, c'était lesquelles les bonnes réponses? Non. AD non plus. ADE non plus. ABD, oui, je suis d'accord. Alors, pourquoi la C et la E sont fausses? La E est faux parce que c'est en effet des cuves de quartz. Les cuves en verre, c'est pour le visible. Et la C est fausse en effet parce que les molécules doivent absorber la lumière, pas la diffuser. Donc QCM6, les bonnes réponses étaient A, B et D. QCM7. A, C, D, oui, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à objecter à ça? Non, on n'aurait pas compris pourquoi c'est A, S, C, D les vraies réponses.
Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à prendre aussi la parole en vocal, hein. Du coup, QCM7, les bonnes réponses étaient A, C et D. QCM8. Non, attendez, j'ai un problème avec ma grille de correction. Donc oui, c'était bien B, C, D. Et on me demandait bien les réponses inexactes. Il fallait faire attention. Donc ceux qui ont répondu à eux, oui, c'était vrai sans me demander les exacts. Donc les bonnes réponses étaient B, C et D. Donc les cellules médulaires et trophoplastiques. Non, c'était. Attendez. Oui, c'est ça. Alors pour la D, c'est assis. Le 13 fait partie des chromosomes agrocentriques. Dedans, vous avez le 13, le 14, le 15, le 21 et le 22. Sauf qu'ils ont le bras court de très petite taille et pas de très grande taille. Pour la C, on bloque en quelle phase pour faire les caryotypes? Est-ce que quelqu'un sait? Métaphase, oui. D'ailleurs, c'était un QCM du concours de cette année. Donc, ouais, c'était souvenir traumatisant. C'était des points faciles avec le nombre de chromosomes dans une cellule humaine. Alors, QCN9, c'était quoi les bonnes réponses? ABD, je suis totalement d'accord. Donc, bien retenir que les IEC sont contre-indiqués au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Et là, ça provoque pas d'hyperuricémie, hein. Ça provoque une hypercalémie, une hypoglycémie et une hyponatrémie, les IEC. Donc, les bonnes réponses, c'était A, B et D. QCM10. A, E, oui, en effet. Donc, juste pour revenir, parce que je sais que la galénique, c'est pas trop vos forts, les nébulisateurs ultrasoniques, ils sont pas utilisables pour les principes actifs fragiles parce qu'en fait, il y a un quartz à l'intérieur qui, quand il va chauffer, va détruire le principe actif. La C, c'est l'inverse de la D en fait. Tout ce qui est inhalateur à poudre sèche ne nécessite pas une coordination main-poumon et tout ce qui est inhalateur à pressurisé à valve osseuse nécessite la coordination main-poumon. Le manosonique, ça me dit rien du tout. Moi, j'ai toujours eu le pneumatique et l'ultrasonique. Après, si vous avez des sources nouvelles, je suis preneuse. Mais dans ce cas, n'hésitez pas à me les envoyer par MP ou à le mettre dans le canal de call discussion. Alors, j'ai un cours que pour celui-ci, si jamais vous en voulez un. Après, le reste, je ne l'ai pas appris. Donc, si vous voulez que je le mette aussi à la relecture. Après, si c'est un sous-type du pneumatique, ça veut dire qu'il existe bien deux types de nébulisateurs, c'est le pneumatique et l'ultrasonique.
Bon, je vais finir par me faire une liste de tout ce qu'il faut que je vous donne, sinon j'oublie la moitié des choses. Bah, quelqu'un peut répondre à quoi sert un nébuliseur? Alors, est-ce que ça volatile que les liquides? Donc oui, c'est ça, ça permet de mettre en suspension des fines particules de principe actif. Donc il faut savoir que ça peut être sous forme de solution, de suspension ou d'émulsion. Et après, en fonction des deux gros types nébuliseurs, les particules sont plus ou moins fines. Et il y en a un qui est fait pour tout ce qui est principe actif fragile huileux et l'autre qui ne l'est pas du tout. L'un qui fonctionne en continu, l'autre pas, et il y en a un qui est plus gros que l'autre aussi. Vous allez voir, c'est un chouette cours à apprendre que vous retenez pas. C'est pour ça que je l'avais pris vraiment après au dernier moment, parce que c'est le genre de cours un peu à la con. Donc, question 10, les bonnes réponses étaient A et E. Et pour les types de nébuliseurs, si jamais vous en avez d'autres, envoyez-les moi que je regarde quand même. Parce que pour le coup, il y a plein de sous-types dans les pneumatiques et ultrasoniques, mais moi je connais vraiment que deux gros types, c'est ces deux-là. Ah super, merci. Bah n'hésite pas à me l'envoyer par mail si jamais tu peux pas me l'envoyer via Discord. Du coup, QCM 11, c'est quoi les bonnes réponses? A et E, je suis totalement d'accord. Faites attention encore une fois, c'était les réponses inexactes qui étaient demandées. QCM 12. BDE, il m'en manque un. BCDE, je suis d'accord. Le bromazépam, c'est pas un benzodiazépine hypnotique, mais à visée anxiolytique. Ça, les benzodiazépines, par contre, il faut bien que vous connaissiez, enfin, les classifications sont à connaître. Savoir qui se range dans quoi, parce que ça, par exemple, typiquement, c'est une question d'anal. Et du coup, les trois centres de la respiration, il y a quoi dedans? QCM 11, vous voulez qu'on corrige du coup? Alors, QCM 11. Donc, c'était les réponses inexactes qui étaient demandées. Donc, les bonnes réponses étaient la A et la E, parce que la A, l'expiration est un phénomène passif et non actif. La E, le coefficient de Tifno, il vaut 80% à 20 ans, ou 0,80. Et les trois centres de la régulation se trouvent au niveau du tronc cérébral, et dedans, on a le bulbaire, l'apneutiste et le pneumotaxis ou centre respiratoire pontin. Donc, de toute façon, vous en faites pas, hein, j'ai fait une correction détaillée que je vous donnerai à la sortie. J'ai juste une question. Le coefficient de Tifno, on considère qu'il est supérieur à 80% à plus de 20 ans, mais entre 80 et 100? Non, enfin, le coefficient de Tifno, il est égal à 80% à 20 ans. Ça, c'est la normale. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait une moyenne parce que ça dépend de la personne, si jamais elle a beaucoup fumé ou pas. Enfin, non? Après, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont obtenu. Je pense que ça doit être une moyenne, de toute façon, comme beaucoup de valeurs normales. Ok. Après, je pense que tout ce qui est personne type fumeur et tout ce qui est pathologie n'ont pas été pris en compte dedans.
Ça, c'est chez une personne saine, donc pas de PPCO, pas d'asthme et tout trouble obstructif. Donc du coup, est-ce que sur le QCM11, il y a encore des questions? Du coup, le QCM12, les bonnes réponses étaient B, C, D et E. La A est fausse parce que le bromazépam est une benzodiazépine anxiolytique et pas hypnotique. Du coup, QCM13. A, B et la E. Il est néphrotoxique quand le paracétamol? En intoxication aiguë, en effet. Mais c'est bien un antipyrétique. QCM14, c'est quoi les bonnes réponses? QCM14, la C et la D. Alissa, les chlorures, quand il y a une atteinte bactérienne, ils sont normales. Et du coup, alors le paracétamol, en fait, entre analgésique et antalgique, la définition est très mince entre les deux. Et souvent, tout le monde est plus ou moins mis dans le même paquet, pendant les classifications. Pareil, ça, c'est aussi un QCM d'anal. Donc QCM14, c'était la C et la D. QCM15. B, C et D. Alors, est-ce que quelqu'un a eu un problème avec ce QCM-là? Mais du coup, je t'écoute, Alice. Alors, en fait, Alissa, dans une hypersensibilité de phase immédiate, c'est l'hypersensibilité de phase aussi, qui est appelée de phase 1, qui est médiée par les IgE. Donc, en fait, tu vas avoir besoin d'une phase de sensibilisation où tu vas rencontrer ton allergène. L'organisme va commencer à créer des mastocytes qui vont avoir des récepteurs à haute affinité pour les IgE. Et en fait, après, on va avoir une deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase effectrice, et c'est là où on va en voir une réaction. Oui, mais vu qu'il y avait des granules, préformés, en fait, je les considérais Non, vra ça, c'est la phase effectrice où elles vont se libérer. oui, mais il y en a pas qui sont déjà préformés dans les mastocytes? En fait, franchement, la phase de sensibilisation, elle est vraiment, c'est vraiment la réaction immunitaire pure et dure avec du lymphocyte mémoire, etc. Il faut vraiment attendre la deuxième phase pour que tout ce qui est granules préformés et que les cytokines se mettent en action. OK. Donc ça, la physiopathe, elle est hyper importante dans l'hypersensibilité pour bien comprendre les mécanismes, parce que ça, il y a plein de QCM qui vous piègent sur il n'y a pas de phase de sensibilisation, etc. Bon, du coup, la B est vraie parce que c'est bien les tests cutanés qui permettent de confirmer la sensibilité des allergènes. La C est vraie aussi parce qu'on pense qu'il y aurait une origine héréditaire qui serait sûrement autosomique.
Bon, la D est vraie aussi parce qu'elle est bien médiée par les IgE, celle de la phase 1. Et par contre, les maladies sériques, c'est de l'hypersensibilité de phase 3, ce qu'on appelle les hypersensibilités semi-retardées. Et tout ce beau cours vient de l'item asthme et allergie en immunologie. Donc les bonnes réponses étaient B, C et D. Ça fait partie des hypothèses que ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on appelle communément l'allergie aurait une origine héréditaire autosomique. Vous avez eu des bons cours à la fac sur ça ou ça a été vite fait survolé, tout ce qui est hypersensibilité? Parce que je sais qu'à Toulouse, les cours sont au top. Parce qu'en fait, l'allergie et l'asthme vont ensemble parce que comme l'asthme fait partie, est relié à l'hypersensibilité immédiate. Et souvent dans les dossiers d'asthme, ils vous demandent toujours la physiopathe de l'hypersensibilité de phase 1. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la connaître. Bon, j'aurai pour vous filer un cours, mais ça va prendre peut-être un peu de temps, le temps que je le relise et que je le complète avec des images. Et ça, de toute façon, Elissa va vous faire une conférence sûrement dessus au mois de septembre pour revoir l'asthme et les hypersensibilités. Donc QCM 16, c'était quoi les bonnes réponses? A, C et D. Donc ça, comme je vous avais dit en conférence d'hématologie, oncologie, QCM, qu'on a fait au mois de juin, de bien connaître par cœur les étiologies de la CVD parce que ça retombe tout le temps. Ça, c'était encore une fois un QCM d'anal. En fait, il faut savoir que la CVD, le mécanisme est hyper simple, c'est-à-dire que tu exposes des facteurs qui vont entraîner la coagulation ou des éléments qui vont induire la coagulation. Donc, ce cours, la CIVD, fait partie des diagnostics allongement TCA-TP qui est tombé cette année. Donc, au niveau des étiologies, on va retrouver tout ce qui est infection, pathologie tumorale, donc tout ce qui est tumeur solide et la lame 3, tout ce qui est pathologie obstétricale, donc tout ce qui est mort unitéro, toxémie gravédique, hématome, embolie, tout ce qui est lésions tissulaires, donc pancréatite, IH aigu, embolie graisseuse, rhabdomyolyse massive. Et après, on va retrouver plein d'autres choses. Donc la chirurgie, le venin de serpent, l'hypo ou l'hyperthermie maligne, la circulation extracorporelle, l'hémolyse intravasculaire aiguë qui se produit lors des accidents de transfusion et tout ce qui est intox aux amphétamines. Je vous l'ai mis dans le chat, comme ça si vous voulez la regarder tranquillement. Et oui, la B est fausse parce qu'il n'y a pas marqué aigu. C'est vraiment des pièges à la con. Ça, c'est aussi une question d'anal. Je préfère préciser que c'est pas moi qui vous ai piégé intentionnellement dessus. Donc QCM 16, les bonnes réponses étaient A, C et D. QCM 17.
la D et la E. Donc ça fait partie de l'item toxicologie des radioéléments. Donc, elle est possible quand il y a la prise d'iodure de potassium en cas d'accident de centrale nucléaire et conseillée à tout le monde, y compris chez les femmes enceintes. Il n'y a vraiment aucune contre-indication absolue dessus. Et on n'est pas obligé d'avoir une radiation à 5 millisieverts pour pouvoir la donner. Donc ça fait partie des items. Cet item-là, en fait, il est retombé 3 ou 4 fois au concours en modifiant un peu les... Enfin, ce QCM est tombé 3 ou 4 fois au concours. Ils ont juste modifié un peu les items. Et c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qu'ils demandent. Donc QCM 18. A, B et C. Donc là, faites gaffe, on vous demandait bien l'intoxication aiguë ou l'overdose. On ne vous demandez pas les effets indésirables des morphiniques. Et ces QCM-là sur les intoxications des morphiniques tombent tout le temps. Donc le 18, c'était ABC. QCM 19. Pour le moment, j'ai pas de bonne réponse. Alors B, je suis d'accord. La E, je suis d'accord. Et c'est tout. Alors là, en fait, est fausse parce que c'est un problème avec la bilirubine non conjuguée, l'ictère physiologique du nouveau-né. Elle ne cause pas d'anémie. Et elle n'est pas non plus responsable d'ictère nucléaire, qui c'est encore autre chose. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la E. Ça, si vous posez une question, ça fait partie de l'item de biochimie qui s'appelle cytolyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire, ictère et blablabla, blablabla, cirrhose et tout ce qui va avec. Mais moi, il me semblait que la B, c'était pas ça. Il me semblait que c'était juste parce que le foie était pas encore totalement mature à la naissance. C'est pas ça? Que du coup, ça prenait quelques jours parce que il était entre guillemets plus lent que quand on est un enfant, quoi. Oui, c'est un défaut en fait, oui, c'est bien une immaturité ou une inhibition du processus captation-conjugaison, et c'est lié dans tous les cas à en fait un défaut de l'activité de la glucuronide ou transférase. Mais du coup, Donc en fait, transitoire. l'enzyme ne fonctionne pas encore très bien. Ouais, d'accord. Ok, merci. Donc QCM 19, les bonnes réponses, c'était la B et la E. QCM 20. Non, je suis pas d'accord avec vos réponses. Alors, la C, je suis d'accord. La E, Maëlie, ça peut pas être vrai. Les héparines, qu'est-ce que ça fait comme type d'effet indésirable? Thrombopénie, pas les anémies. Donc du coup, les bonnes réponses, c'était la B et la C. Donc le test de choix pour surveiller le traitement de l'héparine, c'est pas le TP qu'on utilise pour les AVK, mais c'est le TCA, plus ou moins l'activité du 10A. La D est fausse parce qu'elle n'agit pas en inhibant la synthèse de thrombine, elle agit en augmentant l'action protéasique de l'antithrombine.
Et la E, du coup, est fausse, parce que ça n'entraîne pas des anémies, ça entraîne des thrombopénies. Ce qu'on appelle les thrombopénies auto-immunes. Enfin, immuno-allergiques. QCM d'anal, du coup. Et les bonnes réponses, c'était la B et la C. QCM 21. La B et la E, je suis d'accord avec Alissa. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'item typique qui tombe souvent en biochimie fondamentale. Ça tourne beaucoup autour des lipoprotéines. Quelle taille est supérieure à celle-là? Qui a le plus haut taux de cholestérol? Qui contient la peau A100, B48, etc. Donc ça, il faut vraiment que vous connaissiez ce cours-là un peu par cœur et c'est vraiment le seul à vraiment voir en détail parce que il tourne très souvent et c'est toujours sur les mêmes thématiques. Donc pour les LDL, elles contiennent la peau B100. Et c'est les kilomicrons, pardon, les AB48. Donc QCM21, c'était la B et la E. QCM22. CD, je suis d'accord. Qui m'a coché la A pour la 22? Trichomonase vaginalis n'a pas de forme kystique. Ça, c'est le piège typique qu'ils vous mettent dans toutes les annales. Donc, vous faites surtout pas piéger avec ça. Trichomonas n'a pas de forme kystique. C'est vraiment à retenir. S'il y a quelque chose à retenir dessus, c'est vraiment celui-là. Et c'est pas un sporozoaire, c'est un protozoaire. Donc, la 22, les bonnes réponses étaient C et D. QCM 23. La D et la E. Totalement d'accord. On demandait les réponses inexactes, attention. Donc la bêta-globuline comprend l'aptoglobine, c'est l'alpha-2-globuline qui la comprend. Et fibrinogène a une cinétique d'apparition lente. Ça, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, j'ai mis le cours sur l'exploration de les réactions inflammatoires sur le Discord, qui a été entièrement relu. Les bonnes réponses, c'est la D et la E. Plus M24. B, C et D, je suis totalement d'accord. Donc la A est fausse parce qu'elle est responsable d'une carboxyhémoglobinémie. Et la E est fausse parce que c'est les organophosphorés en fait qui baissent l'activité des cholinestérases, pas le CO2, pas le CO. Donc QCM24, les bonnes réponses, c'est B, C et D. QCM25. A, B, D, E. Oui, je suis d'accord. Donc là, c'est fausse parce que l'augmentation de l'activité sérique de l'aspartate aminotransférase, c'est une transaminase. C'est caractéristique d'une cytolyse.
Donc pourquoi la E, elle vous pose problème? Faut savoir que l'urobilinogène est aussi éliminé d'un point de vue fécal, hein. Et elle se retrouve aussi en petite quantité dans les urines, ce qui donne un peu la couleur jaune en temps normal. Donc QCM25, c'était ABDE. QCM26. BCD, ABCD, je suis plutôt d'accord. Faut pas oublier les aminosides, c'est un peu the effet indésirable à connaître, la néphrotoxicité qui entraîne une nécrose tubulaire. Donc QCM26, c'était ABCD. QCM27. A, B et C. Oui, je suis d'accord. Donc, le virus de l'hépatite B et C sont cancérogènes. Le papillomavirus, bien entendu, l'est, puisqu'il donne le cancer du col de l'utérus. Et le BV donne un cancer de l'oropharynx, parce que il colonise à ce niveau-là les cellules et ça peut entraîner des cancers. Donc, du coup, les bonnes réponses du QCM27, c'est A, B et C. Donc, QCM28. Donc, pour le moment, il n'y a pas une seule personne qui m'a donné la réponse complète. C'est pas ABDE. C'est pas Toulouse non plus. C'est la A, la B et la D de vrai. Donc ça, les recommandations, il faut les connaître un peu par cœur. Dedans, on va retrouver tout ce qui est voyageurs sans rando en zone d'endémie, tout ce qui est personnel exposé professionnellement, tous les professionnels qui vont être impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective. Après, tout ce qui est jeunes des établissements et des services pour l'enfance, les patients atteints de mucoviscidose et ou de pathologie hépatobiliaire. La cirrhose n'en fait pas partie. Tout ce qui est enfants qui sont nés où en fait il y a eu des membres qui ont déjà séjourné en pays endémique. Après, il y a tout ce qui est hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et après, bien sûr, on vaccine en cas de pair-exposition. Donc, dès qu'il y a un patient qui atteint de l'hépatite A, on va vacciner l'entourage familial. Et on vaccine les hémophiles parce que, comme je l'avais mis sur ma fiche, en fait, même s'il y a une inactivation virale et qu'on élimine quasiment à 100% tous les virus, en fait, le virus de l'hépatite A est très résistant. Et possiblement, en fait, on peut le retrouver quand on est obligé de transfuser les facteurs. Donc le facteur 8 et le facteur 9. Donc c'est pour ça que les personnes qui doivent être transfusées de façon très régulière ou qu'on doit donner l'un des deux facteurs, on les vaccine pour l'hépatite A. Donc du coup, les bonnes réponses, c'était la A, la B et la D.
Un sujet cirrhotique, c'est pas forcément quelqu'un qui a une hépatite chronique, hein. Ça peut être juste quelqu'un, par exemple, qui a eu de l'alcoolisme chronique, hein. Ou autre pathologie, parce qu'il y a d'autres pathologies qui amènent à la cirrhose. Par exemple, les médicaments. Donc, du coup, les bonnes réponses, c'était la A, la B et la D. Question d'anal aussi. QCM 29. Tout. A, B, C, D, E. Donc ça, il faut savoir que le syndrome néphrotique, biologiquement parlant, en fait, il faut qu'il y ait une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures chez l'adulte. L'hématurie est présent dans le syndrome néphrotique impur. Par contre, il est absent dans le syndrome néphrotique pur. Le syndrome œdémateux, c'est bien un signe clinique caractéristique du syndrome néphrotique. Donc on peut retrouver le lupus et l'amylose dans le syndrome néphrotique parce qu'en fait, ça va toucher le glomérule. Et l'électrophorèse des protéines sériques révèle bien une diminution de l'albumine puisqu'on retrouve une hypoalbuminémie et des gamma-globulines, ce qui conduit à terme à des risques infectieux. Un syndrome œdémateux, c'est juste un syndrome où tu as beaucoup d'œdème. Donc là, en plus, ceux-là, ils sont assez caractéristiques. Ah, vous n'êtes pas tous passés encore à l'hôpital, mais si jamais vous avez l'occasion de passer à l'hôpital et de tomber sur des gens qui ont un syndrome néphrotique, vous verrez qu'ils sont assez caractéristiques, les œdèmes. En fait, c'est surtout des œdèmes périphériques, mais une prise de bois qui est très soudaine. Et les œdèmes est mou, blanc, ils prennent le godet et ils sont symétriques. Et l'hématurine, elle n'est pas toujours présente dans le syndrome impur, mais elle l'est très souvent pour le coup, hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut facilement différencier rien qu'à l'urine le syndrome impur et le syndrome pur. Donc QCM 29, tout était bon. QCM 30. B, D et E, oui, je suis d'accord. Donc les cyclines ne provoquent pas d'aplasie médulaire, par contre elles sont bien hématotoxiques, elles peuvent provoquer soit des anémies, soit des thrombopénies, soit des leucopénies. Donc ça provoque bien des troubles hépatiques parce que c'est hépatotoxique. La C est fausse parce que ça ne provoque pas de diabète insipide. D'ailleurs, elles n'ont pas d'action sur la glycémie. La D est vraie et la E, ça entraîne bien des troubles digestifs, donc c'est tout ce qui est type vomissement, diarrhée, stomatite, ulcération œsophagienne. Donc les bonnes réponses étaient B, D et E. QCM 31. A et D. Oui, je suis d'accord. Donc pour la petite histoire, en fait, l'éthanol, on va l'utiliser parce que c'est un substrat préférentiel pour l'ADH qui est saturable et peu spécifique, donc qui va être utilisé pour plein d'autres métabolismes des alcools. Donc dès qu'on a une éthanolémie entre 1 et 1 gramme, 1,5 g par litre, on bloque le mécanisme toxique. Oui, on le voit aussi pour le méthanol. Et après, la fomépizole ou le 4-méthylpyrazole, c'est un inhibiteur compétitif de l'ADH. Donc, du coup, on l'utilise aussi en intoxication aiguë de l'éthylène glycol et du méthanol également. Donc, les bonnes réponses, c'était A et D. Plus M 32. La C et la E. Donc, les déficits de l'agrégation plaquettaire, c'est ce qu'on retrouve on peut retrouver ça dans le. Je suis même pas sûr qu'on retrouve ça dans la maladie de Willebrand. Mais dès que ça touche aux plaquettes, c'est de l'hémostase primaire.
alors que l'hémophilie A, c'est vraiment une pathologie de la coagulation qui est caractérisée par un déficit en facteur 8. Donc du coup, ça allonge le TCA. Et le TQ est normal. Donc les bonnes réponses, c'était la C et la E. QCM 33. La A, la D et la E, je suis totalement d'accord. Donc la B est fausse parce que la fièvre, c'est bien un des critères de Duc, mais ce n'est pas un critère majeur, c'est partie des critères mineurs. Et la C, c'est pas Pseudomonas qui est l'un des germes les plus fréquemment impliqués, mais on va surtout retrouver Streptocoque et Staphylocoque. Pseudomonas, par contre, c'est the bactérie de l'infection nosocomiale avec Escherichia coli. Donc QCM 33, les bonnes réponses étaient la A, la D et la E. QCM 34. A, C et E, je suis totalement d'accord. Donc la B est fausse parce que Streptococcus pyogenes est naturellement résistant pour les aminosides. Et la D est fausse parce que ça n'est pas du tout responsable de toxi-infection alimentaire. Par contre, c'est responsable de choc toxique streptococcique. Donc QCM 34, c'est la A, la C et la E. QCM 35. Alors DE, je suis d'accord, par contre, il m'en manque un. La C, ouais. Là, on vous demandait celles qui ne sont jamais utilisées pour traiter l'infection de Mycobacterium tuberculosis. Donc, il faut bien retenir les antituberculeux de première ligne. On a la rifampicine, l'isoniazide, l'éthambutol et le pyrazinamide. Donc, souvent, on les donne les quatre ensemble. Et après, en seconde ligne, on peut retrouver aminoside et fluoroquinolone. Là, on ne te demandait pas la prophylaxie, on te demandait de traiter. Donc, on demandait du curatif. Alors ça, après, pour l'endocardie, je ne sais pas pourquoi Pseudomonas n'est pas fréquente. Hein. Enfin, pas considérée comme une bactérie fréquente. Ouais, en effet, oui, c'est tout ce qu'endocardite et tout, c'est surtout des bactéries qu'on retrouve dans la sphère buccale. Donc staphylocoque, streptocoque, on les retrouve beaucoup. Euh, 35, CDE. Ouais. QCM 36. B, C et E, je suis d'accord. Donc ça fait partie des QCM, physiologie de la grossesse, hépatitis. Ça, vous apprenez les QCM par cœur parce que ça tombe toujours sur la même chose. C'est le genre de cours où vous ne perdez pas de temps dessus, vous faites l'impasse. Hein. Vous le verrez vraiment si vous avez vu tout le programme et que vous connaissez tout par cœur. Donc du coup, c'est la B, la C et la E pour la 36. QCM 37. Pour le cours de la 36, ça s'appelle physiologie de la grossesse. Un truc qui se bat dans la section 2. Donc du coup, pour la 37, A, B et D, je suis d'accord. Donc quand on fait la diagnostic d'une dyslipidémie, on regarde toujours l'aspect du sérum, s'il a lactescent, si ou non. On regarde les triglycérides et la concentration sérique du cholestérol total dans le système international des unités. Protéinogramme, on s'en fiche, et les protéinémies aussi. En tout cas, pour le diagnostic. Donc 37, A, B et D. QCM 38. A et C, je suis d'accord. Donc isotope, ça veut dire quoi? On retrouve qu'est-ce qui est identique?
C'est même Z avec un A différent. Donc du coup, même Z, ça veut dire ça correspond au numéro atomique. Donc c'est le même nombre d'électrons et le même nombre de protons. Et c'est pas parce que on a des isotopes que forcément ils ont exactement la même période physique. Donc la 38, c'était la A et la C. La 39. Apparemment, la D, vous la boudez. Vous l'aimez pas trop. Donc tout était vrai. Les protéases des subpancréatiques sont bien des proenzymes, il y a toute une belle cascade. Donc la 39, c'était A, B, C, D, E. Et QCM 40. Il n'y en a pas certaines qui sont pas des proenzymes, justement? Normalement, non. Et l'amylase et la lipase, non? Je te parle des protéases, hein. Ah, d'accord. Attention. Et la 40, du coup, les bonnes réponses, vous me dites. Alors, B et C, je suis d'accord. Il faut retenir ça, l'allopurinol, la mononucléose plus pénicilline groupe A, c'est égal à un rash, donc une allergie. Ouais, parce que la A n'en fait pas partie. Pour le coup, il n'y a que la B et la C de vrai. Ça, c'est un truc à vous retenez par cœur dans les effets, enfin, dans les interactions médicamenteuses, effets indésirables. Peine A plus allopurinol ou mononucléose est égal réaction allergique égale rash. Donc les bonnes réponses, c'est la B et la C. Bon, on s'en fout que ça diminue l'élimination, c'était pas la question. Mais en effet, par contre, tu as bien raison, il y a un QCM dessus. On me demande qu'est-ce qui diminue l'élimination de la pénicilline A. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez des remarques? Et non, l'allergie, c'est vraiment pas une question de dose, c'est vraiment. Alors, me demandez pas exactement ce qui se passe, mais il y a sûrement un mécanisme ou peut-être des molécules qui sont similaires et qui fait que ça donne une réaction allergique. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un a des questions sur la colle, sur cette colle-là, sur la colle de la semaine dernière, sur la colle de la semaine prochaine, sur le concours blanc? C'est le moment. Alors, les calls continuent. Je viens d'ailleurs de vous mettre le planning sur Discord jusqu'à fin septembre. Des confs, il y en aura pour le moment, il y en a 2 de décidés pour cet été. Et après, oui, à la rentrée, Elissa va vous faire va vous faire quasiment toute l'immunologie. Et Léa reviendra pour une 3e conf chimie analytique. Alors, pour le concours blanc, c'est comme le jour du concours, donc 5 exos, 5 dossiers, 60 QCM. Donc 5 exos à faire en 2 heures, 5 dossiers à faire en 3 heures et 60 QCM à faire en 1h30. Donc dedans, en dehors des QCM, où il y aura, comme pour le vrai concours, des QCM d'anal qui retomberont mot pour mot, après tout le reste, c'est de l'inventé. Et tout ce qui est dossier exo, c'est du 100% inventé. On a essayé de vous faire des trucs avec des questions très typiques du concours et de pas faire style le concours blanc des sudistes où il y avait des trucs un peu soit trop longs, soit un peu what the fuck.
Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions en cours de route, il faudra pas hésiter à les poser sur le Discord ou me les envoyer par mail ou autre. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Et la colle de la semaine prochaine, du coup, c'est un cas clinique et 12 QCM et c'est Léa qui vous l'a préparé avec amour. Et si jamais à un moment ou un autre, vous ne comprenez pas vos notes de colle, il ne faut pas hésiter à venir nous poser la question parce qu'on peut vous expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'avez pas eu tous les points, vous n'avez pas eu une bonne note ou autre. Il ne faut pas rester sur un échec. Bonne soirée à tous. Et je vous mets la correction ce soir sur le drive ou demain. Salut!